Pour ceux qui vivent ici, c'est Rapa Nui. Pour tous les autres, c'est l'île de Pâques, l'un des endroits les plus étranges et les plus envoûtants de la Terre. Des centaines de statues de pierre géantes témoignent pour l'éternité de l'une des civilisations les plus extraordinaires que le monde ait connue. Elles ont marqué à jamais cette île, mais aussi nos consciences. Pourtant, l'île de Pâques a longtemps déconcerté les visiteurs. Aucun ne parvint à découvrir qui étaient les créateurs de cette civilisation, comment ils en étaient arrivés à élever ces statues remarquables et ce que fut finalement leur destin. La science moderne commence seulement à élucider le mystère de l'île de Pâques. Le 5 avril 1722, au beau milieu de l'océan Pacifique, deux mondes entrèrent en collision. Pour eux, ce dut être un coup de tonnerre, comme si un vaisseau spatial atterrissait dans le jardin. D'être là-bas, sur la côte, et de voir ces trois bateaux. Un peuple resté coupé plus de 1000 ans du reste du monde se retrouvait face à la société la plus avancée de son temps. C'était le jour de Pâques, et c'est pourquoi les visiteurs, des explorateurs hollandais, baptisèrent leur découverte île de Pâques. Mais une fois débarqués, ils restèrent abasourdis. Cette île, qu'ils pensaient n'abriter qu'une peuplade primitive, recelait autre chose. Des centaines de statues de pierre géantes. Une des premières choses qu'ils virent furent de grandes statues dressées sur des plateformes. Ils se demandaient comment ces gens avaient bien pu les fabriquer et les ériger. Ils n'avaient encore jamais rien vu de semblable. Et de là date sans doute la fascination des Européens pour l'île de Pâques et son mystère. Les Hollandais étaient ébahis. Ils ne s'expliquaient pas comment des primitifs avaient pu sculpter des statues si colossales. Mais ce n'était pas tout. Les insulaires avaient également réalisé dans la pierre de spectaculaires gravures d'une créature étrange, mi-homme, mi-oiseau, et des sculptures grotesques en bois de personnages apparemment affamés. Cette rencontre devait avoir des répercussions sur plusieurs siècles et initier un mystère qui a perduré jusqu'à nous. Car le passé de l'île est d'autant plus énigmatique que personne ne peut en témoigner. Environ 3000 personnes vivent aujourd'hui sur l'île de Pâques, mais la plupart sont arrivés récemment du Chili et d'autres îles du Pacifique. Ils n'ont donc aucun souvenir du passé de l'île. De l'époque des grandes statues, ne survivent que quelques légendes fragmentaires. Et les questions que les Hollandais se posaient il y a tant d'années sont restées jusqu'à présent sans réponse. Qui a peuplé l'île de Pâques? Comment sont-ils arrivés? Pourquoi ont-ils sculpté de grandes statues? Que signifient ces statues? Et il reste encore cette question, la plus mystérieuse de toutes.
Pourquoi cela s'est-il terminé? Par quoi cette civilisation a-t-elle été détruite? Autant de questions qui ont obsédé les chercheurs de longues années durant et qui commencent seulement à recevoir des réponses. Le premier et non le moindre des mystères est celui de l'origine des insulaires. D'où provient ce peuple sculpteur? L'île de Pâques est un authentique mystère. C'est un point au milieu de l'océan Pacifique. Sur une carte, on voit qu'il pouvait venir de n'importe où. L'île de Pâques est l'une des terres habitées les plus isolées du monde, séparée par des milliers de kilomètres de l'Amérique du Sud et des îles disséminées de la Polynésie. À la fin des années 40, le célèbre explorateur Thor Heyerdahl formula l'hypothèse selon laquelle les habitants de l'île de Pâques seraient venus d'Amérique du Sud, le continent le plus proche. Son expédition du Kon-Tiki démontra qu'il était possible de traverser le Pacifique de l'Amérique du Sud à l'île de Pâques à bord d'un radeau primitif. Mais ce n'était qu'une hypothèse. D'autres pensaient que les habitants de l'île de Pâques étaient venus de la direction opposée, de Polynésie. Longtemps, il fut impossible de dire qui avait tort ou raison. Puis, Erika Hagelberg arriva. C'est sa discipline, la génétique, qui détenait la clé du mystère. Personne n'avait encore utilisé les techniques modernes de la génétique. Et l'idée de chercher directement dans le matériel génétique des peuples primitifs ouvre des perspectives enthousiasmantes. Erika Hagelberg se mit à chercher ce qu'on appelle un marqueur génétique. Les différents peuples du monde ont des signatures génétiques différentes qui permettent de préciser leurs origines. En extrayant l'ADN de squelettes des premiers insulaires afin de trouver le marqueur génétique susceptible de les identifier et de savoir d'où ils venaient, elle finit par trouver la réponse. Un marqueur génétique dénommé motif polynésien qui est propre aux Polynésiens. Ce fut une découverte exaltante qui démontrait sans équivoque les origines polynésiennes de ce peuple. La découverte du motif polynésien prouva que les habitants de l'île de Pâques venaient de Polynésie et non d'Amérique du Sud. Les travaux d'Erika Hagelberg firent de l'île de Pâques le poste avancé le plus lointain des Polynésiens, qui sont peut-être le plus grand peuple marin du monde. Les Polynésiens ont découvert et colonisé plus de 350 îles. Leurs coqs ont parcouru d'île en île une énorme quantité de milles nautiques. C'est une prouesse admirable, un exploit qui, à ma connaissance, reste unique dans l'histoire du monde. Selon la datation au carbone 14, les Polynésiens occupaient déjà l'île de Pâques au plus tard vers l'an 700. Puis, plus rien. Durant les 1000 années qui suivirent, il semble que personne ne soit plus venu sur l'île de Pâques. Ils sont restés seuls. Les archéologues ont reconstitué en détail la façon dont cette petite colonie prit son essor.
ils ont découvert qu'elle ne tarda pas à prospérer. Il y a des ruines de centaines de maisons. L'agriculture ainsi que la pêche étaient florissantes. La population a pu dépasser 12 000 habitants, 4 fois plus que ce que l'île accueille aujourd'hui. Et cette réussite se lie dans ce qui a fait la célébrité de l'île de Pâques. Ces statues de pierre géantes. Ces statues ont décontenancé tous ceux qui les ont admirées au long des 300 dernières années. Comment un peuple primitif a-t-il pu les fabriquer? Comment les premiers insulaires leur ont-ils fait traverser l'île? Et surtout, pourquoi ont-elles été sculptées? Que signifie-t-elle? Les premières réponses vinrent d'un endroit nommé Rano Raraku, la carrière où elles ont été taillées. Il y reste encore 300 statues à tous les stades de fabrication et d'énormes trous en forme de cercueil en haut des falaises d'où des centaines d'autres ont été extraites. Armés de leur seul burin de pierre, le travail des sculpteurs devait prendre des années. Et ce n'était que la partie facile. Ensuite, il fallait les déplacer. Et nul n'a passé plus de temps à élucider cette question que Charlie Love. Mais il fallait commencer par les descendre du haut de la carrière. C'était conçu pour recevoir un segment de gros tronc d'arbre. À l'aide d'une corde enroulée autour, on pouvait, avec une force suffisante, contrôler la descente vers le bas de la carrière d'une statue dégagée de son soubassement. Ce rebord a sans doute été poli par le passage des cordes qui descendaient les statues vers l'endroit où elles se trouvent. Une fois descendues, il fallait encore leur faire traverser l'île. Le travail nécessaire pour en sculpter une et pour édifier une plateforme de cérémonie n'est rien comparé à la construction des routes et à l'effort nécessaire pour les faire parcourir aux statues. Et il n'y eut pas, pendant des années, de controverses archéologiques plus brûlantes que celle de la méthode qu'ils auraient utilisée. En toute logique, elles ont été déplacées en position horizontale. C'était le plus facile et le plus sûr. Je pense que ces statues colossales ont été déplacées debout. Le meilleur moyen est celui que nous avons adopté. Selon la légende, elles ont marché. Rien dans la tradition polynésienne n'indique que des objets grands et lourds aient été déplacés debout. La réponse, c'est qu'on les a déplacées debout. Quoi qu'il en soit, des centaines de statues ont, d'une façon ou d'une autre, parcouru l'île par monts et par vaux sur des distances de plus de 16 km. Certaines atteignaient les 60 tonnes. Mais le mystère demeure. Pourquoi ont-elles été créées? Que représentent-elles? Les théories abondent. Ce sont des dieux, ce sont les derniers vestiges d'une civilisation depuis longtemps disparue et qui autrefois régna sur le Pacifique. D'autres pensent même qu'elles sont d'inspiration extraterrestre.
C'est un insulaire qui fit la découverte décisive, car longtemps, l'un des rares indices dont on disposa provenait de la langue Rapa Nui locale. Les statues, ou moai, sont également appelées Arina Ora Ote Tupuna, le visage vivant de nos ancêtres. Jusqu'alors, ce nom traditionnel n'avait aucune signification. Quiconque ait été ses ancêtres, ils semblaient morts et non vivants. C'est alors que Sergio découvrit d'étranges fragments de corail. Nous n'étions pas sûrs de ce que c'était. Ils étaient de différentes formes. Ils s'étaient bien conservés, enfouis dans le sable. Une fois réassemblés, on obtenait cette forme que personne sur le site ne parvenait à interpréter. C'est alors que quelque chose revint à la mémoire de Sergio. Les cavités étranges dans les orbites des statues, ou moai. Je me souvenais des cavités, et particulièrement de celle très belle d'un moai que nous avions déjà érigée sur une plateforme. Une association d'idées m'amena à la conclusion qu'il s'agissait de l'œil incrusté du moai. Oubliez le regard mort. Leurs yeux redonnèrent vie aux statues. Quand je regarde ces statues, je vois des personnages remplis de fierté. Leurs bouches sont résolues, leur nez pointe, et lorsqu'elles vous regardent, leurs yeux vous passent au-dessus de la tête. Ce sont des représentations de chefs. Ces statues ressuscitées sont les visages vivants de nos ancêtres. Les chercheurs pensent maintenant que les statues appartiennent à la tradition polynésienne du culte des ancêtres, mais sur une échelle qui dépasse de loin tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Chacune est différente, érigée pour immortaliser un chef défunt. Juchées sur leur plateforme, elles sont à mi-chemin entre les vivants et les dieux. Dos à la mer, elles étaient là pour veiller sur le peuple, l'inspirer et le protéger. Pourtant, quelque chose a mal tourné. Les statues ont été renversées. À un certain moment de l'histoire de la culture de l'île de Pâques, ces statues ont été précipitées au bas de leur plateforme. Et cela fut terriblement destructeur. Celle-ci a eu le cou brisé, et d'autres parties de la plateforme de cérémonie furent également mises en pièces par vengeance. La tête de cette statue a été cassée net et elle a disparu. Celle-là qui a le nez dans la boue ne s'est pas brisée en tombant, mais elle dit bien qu'une certaine violence a été déployée. Juste sur cette plateforme, 17 ont été renversés. La carrière où les statues étaient sculptées fut également abandonnée au XVIIe siècle selon la datation au carbone 14, un siècle avant le contact avec l'Occident. Pour quelque étrange raison,
il semble que le peuple de l'île de Pâques se soit retourné contre ses dieux. Lorsque les chercheurs se mirent en quête des causes, tout ce qu'ils obtinrent des insulaires actuels est une série de légendes incohérentes sur une époque de terreur, d'épreuves, de cannibalisme même. Mais personne n'était en mesure de dire ce qui s'était vraiment passé. Puis, ils découvrirent une nouvelle sorte de pierre taillée. Des pointes de lance. Elles apparurent soudainement au XVIIe siècle, au moment même où la carrière fut abandonnée. Pour une quelconque raison, les insulaires fabriquèrent des armes. Puis les chercheurs découvrirent à quel usage ces armes étaient destinées. Doug Owsley a étudié les restes des squelettes de plus de 600 habitants de l'île de cette période. Ce qu'il découvrit est saisissant. Il s'agit d'une femme âgée, dont le frontal et le pariétal portent la trace de larges atteintes. Elle a pu mourir indifféremment des suites cérébrales de l'une ou l'autre de ses lésions, ou du tout petit coup qu'elle a reçu ici au pariétal. Cette personne a reçu un coup très grave au côté droit de la tête. Tout le côté gauche a été fracturé. Doug Owsley le comprit. C'était là la preuve que ce peuple se livrait à une guerre fratricide. Si on compare la fréquence des blessures constatées sur la population de l'île avec d'autres collections sur lesquelles j'ai travaillé, on atteint des sommets. C'est un cas extrême. Ce fut une période de désintégration sociale et de troubles. La guerre était endémique, chronique. Et ils se tapaient dessus. Ça, c'est une certitude. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a causé une telle catastrophe? Qu'est-ce qui a poussé les insulaires à la guerre fratricide? David Steedman a ouvert la première piste. Il connaît parfaitement le régime alimentaire des insulaires. En étudiant les restes osseux de leurs repas, il remarqua un changement intrigant. Pour commencer, il y avait des milliers d'os d'oiseaux. Ces os que nous avons trouvés viennent de pétrels, aujourd'hui disparus de l'île. Voici un puffin de la nativité qui ne vit plus non plus sur l'île de Pâques. Puis ce petit os, plutôt trompeur, car il appartient à un très gros oiseau. C'est un petit fragment de crâne d'albatros. Et vous pouvez vous rendre compte sur pièce de la taille imposante de cet oiseau. Lorsque les premiers habitants de l'île de Pâques arrivèrent, il semble que leur terre d'accueil fut celle aussi d'une très importante colonie d'oiseaux. Cela représentait une source de nourriture abondante, mais cela ne dura pas. Au XVIIe siècle, au moment de l'abandon de la carrière, tous ces oiseaux avaient disparu. Presque toutes les 25 ou 30 espèces d'oiseaux marins que j'ai identifiées dans les premiers sites ont disparu. La ressource alimentaire que constituait la grande variété d'oiseaux marins à la portée des habitants de l'île était épuisée. Il en alla de même pour la pêche. Plus de traces au XVIIe siècle des thons, des maquereaux, ainsi que des marsouins jadis abondants dans l'alimentation des insulaires. Les conséquences paraissent en avoir été terribles.
Ces sculptures représentent des personnages faméliques, aux côtes saillantes. Il semble que la famine se soit abattue sur l'île de Pâques. Et ce qui l'accompagna fut pire encore. Des incidents insignifiants, comme un larcin de nourriture, conduisaient ces gens affamés à la vengeance, à la guerre, à la destruction. Et finalement, dans ce contexte de conflit et de disette, le cannibalisme émergea comme une ultime ressource alimentaire. Il apparaît que l'effondrement du culte des statues et le déclenchement de la guerre furent provoqués par la famine. Et pourtant, un mystère persiste. Comment l'île de Pâques est-elle passée d'une terre d'abondance à une île si désespérément à court de nourriture? Au début, les chercheurs voyaient là le résultat d'un accroissement inexorable de la population. On aurait simplement surexploité les ressources telles que les oiseaux marins. Mais ils se rendirent à l'évidence qu'il y avait autre chose. Autre chose de si dévastateur que l'île de Pâques en fut transformée pour toujours, piégeant sa population dans un cycle infernal de famine et de guerre. Lorsque les premiers Occidentaux arrivèrent sur l'île de Pâques, ils s'étonnèrent de l'absence complète d'arbres, bien que presque toutes les îles du Pacifique fussent recouvertes de forêts. Cette île sans arbres était un non-sens. Comment les insulaires avaient-ils déplacé leurs statues? En quoi avaient-ils fabriqué les canoës pour la pêche? La solution de cette énigme remonta du fond d'un lac. Pendant des millénaires, les couches de boue s'y sont superposées. Le pollen des plantes de l'île s'y est mélangé. C'est ce pollen qui recelait le secret du passé de la végétation de l'île de Pâques. L'homme qui l'en a extirpé se nomme John Flenley. Pour commencer, il a examiné le pollen contenu dans les couches les plus récentes. Nous avons donc commencé à analyser les échantillons. Et comme nous nous y attendions, seul le pollen d'herbe était présent dans les couches supérieures, car c'est ce qui domine dans l'île actuelle. Le pollen d'herbe est très caractéristique. Il est rond, avec un pore à une extrémité entouré d'un anneau. Mais un peu plus profond, nous avons trouvé des grains de pollen d'apparence bien différente. Ce pollen était allongé avec une fente courant sur tout le côté. C'était du pollen de palmier. La surabondance de ce pollen indiqua à John Flenley que l'île fut autrefois entièrement recouverte de palmiers. Que leur est-il donc arrivé? C'est de nouveau la chronologie qui nous renseigne. La disparition des arbres, l'abandon des statues et le début de la guerre ont eu lieu simultanément. Les chercheurs commencèrent donc à échafauder une théorie extraordinaire. La cause de ce grand désastre fut les statues elles-mêmes. Imaginez que vous deviez déplacer une statue qui pèse 50 tonnes ou plus. Chaque fois que vous voudrez le faire, vous couperez des arbres. C'est absolument inévitable. Les archéologues constatèrent qu'au fil du temps, les statues étaient de plus en plus élaborées et de plus en plus grandes, si grandes que l'une d'entre elles, inachevée, dépasse les 20 mètres de haut. La taille des statues augmentait avec le temps et la forêt de palmiers rétrécissait. C'était comme si la statuaire avait tourné à la compétition obsessionnelle,
où chaque tribu s'évertuait sans cesse à surpasser les autres en magnificence. L'impact sur la forêt s'avéra toujours plus désastreux. L'obsession devint manie, besoin insatiable dont la satisfaction exigeait toujours plus d'arbres. À mesure que les arbres se raréfiaient, les insulaires prirent conscience du problème. Ils aimaient leurs palmiers qui leur fournissaient de bons canoës et de quoi faire rouler leurs statues. Sans palmiers, impossible de continuer à les déplacer. Mais rien ne put entraver cette folie destructrice. L'île de Pâques est une île assez petite. De son sommet, on peut l'embrasser dans sa totalité. Celui qui coupa le dernier arbre devait savoir que c'était le dernier, mais il l'abattit quand même. C'est le plus stupéfiant exemple au monde de déforestation totale par l'homme. L'effet fut dévastateur. Sans arbres, les pluies ont délavé la terre précieuse. Les récoltes n'ont plus rien donné. Plus de bois pour les canoës, et donc plus de poissons, et plus de possibilités de s'enfuir. Les habitants de l'île de Pâques étaient pris au piège d'un enfer qu'ils s'étaient eux-mêmes fabriqué. Ils s'en prirent alors les uns aux autres et aux dieux qui les avaient abandonnés. Ils se sont retrouvés coincés au milieu de nulle part, sans grand-chose d'autre à faire que se battre pour le peu qui restait. Le désastre écologique est pour moi l'explication de l'effondrement de l'île de Pâques. C'est-à-dire que toute l'écologie de l'île périclita à cause de ses habitants. Ce fut un désastre écologique provoqué par l'homme. La société de l'île de Pâques s'est apparemment autodétruite. Pour de nombreux chercheurs, l'histoire de cette décadence n'est rien de moins qu'une parabole à l'usage du monde entier. L'île de Pâques est isolée dans le Pacifique comme la Terre l'est dans l'espace. Ils ont surexploité des ressources qui étaient pourtant renouvelables. Et le résultat fut la catastrophe écologique qui entraîna l'effondrement de leur civilisation. N'est-ce pas une leçon pour la planète Terre ? On peut voir l'île de Pâques comme un terrible avertissement écologique donné par l'histoire. Mais il subsiste un doute important dans la théorie de l'autodestruction. Quelque chose qui ne cadre pas. Paul Reinberg a étudié les livres de bord laissés par les marins hollandais débarqués sur l'île de Pâques en 1722. C'était 100 ans après que l'île eut sombré dans la guerre et la famine, et pourtant, aucun signe de crise n'était perceptible. Le journal de Roggeveen est loin de décrire un endroit misérable. Il parle de champs regorgeant de patates douces, d'igname, de canne à sucre, et il parle également d'un peuple robuste, en bonne santé.
Aucune trace de l'effondrement que nous estimions s'être produit, et pas de signe non plus de la guerre qui l'aurait accompagné, ni de quelque comportement guerrier que ce soit. Il note en effet qu'il n'a vu aucune arme. Si l'île de Pâques s'était complètement autodétruite, les Hollandais auraient rencontré des insulaires faméliques et désespérés, mais ce n'était pas le cas. Ils étaient en pleine forme et pourvus plus qu'il n'en fallait de nourriture. La crise était donc passée quand les Hollandais arrivèrent. Quelque chose a donc permis à la population de l'île de Pâques de se remettre du désastre. La clé de ce rétablissement se trouve à Orongo, un endroit en équilibre entre un volcan éteint d'un côté et les brisants de l'autre. Si l'on admet que les statues renversées symbolisent une sorte de faillite, alors cet endroit témoigne de la volonté de sortir d'une situation de crise. Les archéologues ont trouvé ici de mystérieux bas-reliefs remontant immédiatement après la catastrophe écologique. Une représentation étrange, mi-homme, mi-oiseau. Voici un exemple de ces sculptures. On voit le bec recourbé, ouvert, l'œil rond, la tête très proéminente, et là le corps, les jambes musclées, les pieds humains, le bras musclé et la main humaine. C'est l'homme-oiseau. Il représentait tout ce qu'un peuple piégé dans son propre enfer pouvait désirer. Les oiseaux sont libres. Ils vont et viennent. Ils emportent avec eux le poisson qui fournit la nourriture. Je pense que leur signification sur l'île de Pâques est d'ordre sacré et spirituel, mais également purement économique. En fait, l'homme-oiseau s'inspire d'un oiseau particulier, la frégate. C'est l'un des plus grands prédateurs du Pacifique, capable de parcourir de très longues distances. Le totem bien compréhensible d'un peuple confiné sur une toute petite île. Des sources anciennes relatent comment le culte de l'homme-oiseau sauva les insulaires. C'était un rituel annuel, une compétition qui engageait toutes les tribus de l'île. Son but, couronner le nouvel homme-oiseau. Face aux falaises, à Orongo, se trouve un amas rocheux qui abritait quelques-uns des derniers oiseaux nichant sur l'île de Pâques. Chaque année, chaque chef de clan désignait un jeune champion. Ces jeunes hommes descendaient la falaise, plongeaient dans l'eau là-bas, nageaient de toute leur force environ 1 mille jusqu'au plus grand de ces 3 îlots où ils attendaient l'arrivée des oiseaux. La mission du champion était de s'emparer du premier œuf pondu. Une fois que l'un de ces hommes avait déniché le premier œuf, il le plaçait sur son front dans une sorte de panier tressé pour le protéger, puis il plongeait dans ces eaux, la plupart du temps infestées de requins, revenait à la nage, escaladait la falaise et présentait l'œuf à celui qu'il avait désigné. Le chef de la tribu victorieuse était alors couronné homme-oiseau.
Cette tribu avait dès lors gagné pour un an la haute main sur les ressources décroissantes. La solution était ingénieuse. L'agressivité, qui auparavant dégénérait en combat, s'était mue en une compétition inoffensive, présidente au partage réglé de la nourriture. Les ressources, quelles qu'elles fussent, devaient être contrôlées et réparties de manière organisée dans la population. Sinon, certains en auraient souffert. Je pense donc que cet endroit témoigne d'un incroyable effort sociétal pour canaliser l'agressivité, maîtriser la compétition et permettre à la société de fonctionner. Les historiens estiment que le culte de l'homme-oiseau apporta la stabilité à l'île. C'est pourquoi lorsque les Hollandais débarquèrent, il n'y avait aucun signe de guerre et la nourriture semblait abondante. Le pire de la crise était passé. Mais si elle s'était rétablie, qu'est-ce qui précipita la fin de la civilisation de l'île de Pâques? Le dernier fléau qui s'abattit sur elle vint de loin derrière l'horizon, d'un monde dont les insulaires ignoraient jusqu'à l'existence, avant ce dimanche de Pâques 1722. La collision entre le monde moderne et l'île de Pâques fut dévastatrice. Le journal de bord du capitaine hollandais montre que la catastrophe commença presque immédiatement. C'est l'affaire de minutes après le débarquement. C'est la panique. Les insulaires courent en tous sens. Il essaie de comprendre ce qui se passe et il se rend compte que 10 ou 12 insulaires gisent morts et que beaucoup d'autres sont blessés. Cette introduction brutale à la civilisation occidentale n'a pu à elle seule occasionner la fin de la société primitive de l'île de Pâques. Le problème, c'est que ce n'était là qu'une entrée en matière. Les années suivantes virent les choses empirer inexorablement à mesure de l'arrivée des bateaux. Et ils apportaient avec eux quelque chose de bien pire encore que les armes. La maladie. Les uns après les autres, les os que Doug Hosley examine montrent tous la même chose. Sur ce tibia, par exemple, on constate que la courbure et l'épaisseur exagérée sont très différentes de celles d'un tibia normal. Si on le met en regard, ce tibia-là est plus droit en comparaison. Cet épaississement et cette courbure des os est la marque d'une maladie particulièrement ravageuse, une maladie inconnue sur l'île de Pâques avant le contact avec l'Occident, la syphilis. À beaucoup d'égards, cela a eu un double impact. Non seulement les maladies vénériennes se répandent en provoquant la mort et la stérilité, mais leur impact sur une société qui ne comprend pas forcément ce qui lui arrive porte en lui des germes de guerre. Confronté à la maladie et au choc culturel avec l'Occident, le fragile rétablissement de l'île de Pâques fut remis en question. La population s'affaiblit et le glas se mit à sonner. Les premiers signes devaient être déjà visibles quand le capitaine Cook arriva 52 ans après les Hollandais. Les choses semblaient avoir changé. Il trouva un peuple appauvri. Il écrit que c'est l'une des populations les plus misérables qu'il ait rencontrées au cours de ses voyages dans le Pacifique. Affaiblie par la maladie, démoralisée par le contact avec les étrangers, la population connut le coup de grâce en 1862.
Les négriers du Pérou enlevèrent 1 millier de personnes, environ un tiers de la population. Leur sort fut vraiment atroce. L'esclavage en Amérique du Sud les tua presque tous en un an. Les survivants, seulement une quinzaine d'entre eux, rentrèrent sur l'île en rapportant avec eux quelque chose de terriblement mortel. La variole. L'épidémie de variole qui déferla sur l'île de Pâques après leur retour fut une fois de plus épouvantablement dévastatrice. Et dès 1877, la population se réduisait à 111 personnes. Le souvenir en resta sous le nom de la Grande Mort. Des explorateurs ont décrit l'île jonchée d'ossements, car on ne pouvait enterrer les trop nombreux cadavres. En quelques brèves années, toute une civilisation fut balayée. Et avec elle, l'histoire extraordinaire de sa splendeur et de sa décadence. Contre les fusils, l'acier et les microbes du monde moderne, l'homme-oiseau avait-il la moindre chance? Avec le contact occidental, toutes les épreuves qu'une société insulaire peut se voir infliger ont été endurées ici. Quel que fût le passé de l'île de Pâques, quoi que les insulaires aient fait eux-mêmes endurer à leur île, cela reste insignifiant au regard de l'impact du contact avec l'Occident. Alors, qu'avons-nous à apprendre de l'île de Pâques? C'est en partie l'histoire d'un peuple qui détruisit lui-même son environnement, un peuple que son obsession à ériger des statues mena à la folie. Je vois l'île de Pâques comme une sorte d'expérience grandeur nature. Elle permet aux chercheurs de se poser une question inédite. Que se passe-t-il lorsqu'on débarque les passagers d'un bateau sur une île aux ressources limitées? Sur l'île de Pâques, l'un des endroits habités les plus isolés de la planète, on bascula dans la guerre larvée et le cannibalisme. Mais il y a une autre lecture de l'histoire de l'île de Pâques. Ils ont remporté une grande victoire. Ils ont affronté l'adversité. Ils en ont triomphé et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils dont ils disposaient. Ce n'est pas là pour moi une parabole du désastre, mais un hymne à la gloire de l'esprit humain. En un sens, les deux versions sont justes. La splendeur et la décadence de l'une des plus étonnantes civilisations de la Terre est une histoire où s'entremêlent l'exploit épique et la démence terrifiante. C'est là, en d'autres termes, toute l'histoire de l'humanité.